Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la suite de l'histoire de Revan et notamment ce qu'il s'est passé une fois qu'il est devenu amnésique. Suite à son amnésie, les Jedi décident quand même de garder un œil sur Revan. C'est vrai que dans l'absolu, il se souvient de rien, mais si des souvenirs commencent à remonter à la surface, ça pourrait être une bonne méthode pour trouver un moyen de combattre Malak. Après tout, la République ne sait toujours pas d'où viennent la flotte, les vaisseaux et la flotte gigantesque de Malak, et mettre la main sur ce secret pourrait être un sérieux atout dans la guerre contre Malak. Il est donc affecté au vaisseau Andar Spear, le vaisseau de Bastila Chan. Et en moins 3956, il se réveille à bord de ce vaisseau alors que les Sith sont en train d'attaquer justement le vaisseau à la recherche de Bastila. Il va essayer dans un premier temps de sauver Bastila, mais sera complètement bloqué notamment par Dark Bandon, le nouvel apprenti de Malak, qui va affronter une Jedi et du coup qui bloquera le passage à Revan, puisque il ne sait pas qu'il est Revan, donc il pourrait potentiellement affronter cet apprenti. Pour lui, il n'est qu'un simple soldat. Et il va tout simplement évacuer le vaisseau avec l'aide de Kars Onazi pour finir sur Taris. Sur place, il va commencer à enquêter, puisque l'objectif quand même premier, c'est de retrouver Bastila Chan. Et à force d'enquête, ils vont rencontrer plusieurs personnages, notamment Canderous Ordo, en fait un Mandalorien. Donc on est quelques années après la guerre contre les Mandaloriens. Mais on va dire que les Mandaloriens ne sont pas super appréciés non plus. Mais il va quand même rencontrer Canderous Ordo qui va lui donner quelques tuyaux. Alors de fil en aiguille, ils vont retrouver Bastila Chan qui était aux mains en fait tout simplement d'un gang de fonceurs, les Vulcars noirs, et c'était un trophée en fait pour le gagnant d'une course. C'est vrai que je trouve ça très logique d'offrir une Jedi en tant que gain pour une course, comme si elle n'était pas capable de se défendre toute seule. Mais bon, pourquoi pas. Après avoir récupéré Bastila, ils vont essayer de quitter tout simplement Taris, et pour ça, ils vont mettre la main sur l'Ebon Hawk, un vaisseau cargo plutôt sympa, et grâce à ce vaisseau, ils pourront se barrer. Alors, il faut savoir que le vaisseau cargo appartenait à l'origine au patron de Canderous, on s'en fout de son nom, et qu'ils ont dû infiltrer une base Sith pour avoir les codes de décollage de façon à pouvoir quitter la planète. C'est à ce moment-là que Malak va débarquer et va pilonner la planète. Donc on est sur la destruction de Taris, du moins d'une bonne partie de la planète, en disant si je détruis la planète, je suis sûr que Bastila Chan ne s'en sortira pas. Alors, à ce moment-là, Malak pense que Revan est mort et que Bastila Chan est la cause de la mort de Revan. Donc du coup, c'est pour ça qu'il la pourchasse. C'est un côté vengeance, c'est se dire que si potentiellement elle a pu tuer Revan, elle représente un danger pour lui, et donc en toute logique, il va la pourchasser pour essayer de la neutraliser. Revan et son équipe, donc Bastila Chan, Canderous et également le petit droïde T3-M4 vont donc se rendre sur l'académie de Dantooine, où là on va recroiser plusieurs maîtres Jedi qui ont connu Revan par le passé et qui vont considérer le soldat Revan comme étant un nouvel apprenti. En fait, ils ont décidé de lui montrer les voies de la force, puisque du coup, pendant la libération de Bastila, il a commencé à ressentir un petit peu la force, et ils se disent, ça serait pas mal de lui enseigner les voies de la force. Peut-être que plus tard, il pourrait devenir un atout non négligeable. L'une de ses premières missions d'apprenti est d'explorer des ruines plus ou moins inconnues sur Dantooine directement. Alors sur le chemin en fait pour aller vers ces ruines, il va croiser la jeune apprentie Jedi Juhani, dont on a parlé dans un des épisodes précédents, qui a sombré un petit peu du côté obscur, parce qu'elle n'était pas vraiment très sûre de ses pouvoirs, elle disait que non, elle n'y arriverait pas, et elle a tué son maître. Alors au début, elle voulait plus ou moins en finir, mais finalement, Revan parvient à la convaincre de retourner voir le conseil pour qu'il puisse la guider de nouveau vers la lumière. Puis il va se rendre dans les ruines, et c'est là-bas qu'il va découvrir la fameuse carte stellaire en fait des Rakata. Première carte qu'ont découvert Revan et Malak, en fait, tout simplement. Suite à cette découverte, ils vont essayer de découvrir, en fait, la carte va indiquer plusieurs autres planètes, dont Kashyyyk, Tatooine, Manaan et Korriban.
Et donc la mission de Revan est tout simplement de retrouver les 5 cartes stellaires, donc ils ont déjà découvert celle de Dantooine, de façon à localiser la forge stellaire. Alors bien évidemment, ils vont se rendre sur plusieurs planètes, ils vont notamment affronter un Dragon Crate sur Tatooine. On se demande pourquoi Revan, lors de son premier passage, n'a pas tué ce Dragon Crate, mais bon, peut-être qu'au fil des années, il y en a un autre qui est venu s'installer. Et ils vont également explorer les profondeurs de Manaan et les terres d'ombre de Kashyyyk pour découvrir les autres cartes stellaires. Alors qu'ils font route vers la dernière carte stellaire, ils sont interceptés par le Léviathan, le vaisseau amiral de Malak. Ils sont bien évidemment capturés et mis en cellule. Ils parviennent à s'échapper et au cours de leur escapade, ils vont notamment tuer l'amiral Saul Karat qui révélera à Carson Azy qu'il y a un mystère qui entoure le soldat, donc le soldat inconnu, on ne connaît pas son nom, qui n'est autre que Revan en fait, et il va interroger Bastila qui va dire non, mais on en parlera plus tard, sauf que bien évidemment ils vont croiser Malak qui va leur révéler que Revan est Revan. Alors bien évidemment ça fout un peu le boxon, Bastila dit barrez-vous, je vais essayer de le retenir et aller chercher la dernière carte stellaire, ce qu'ils font, du coup ils laissent Bastila affronter Malak. Et bien évidemment, une fois qu'ils mettent la main sur la dernière carte stellaire, ils ont enfin les coordonnées de la forge stellaire. Maintenant que leur destination est connue, ils se rendent donc en direction de la forge stellaire, mais malheureusement sont neutralisés par le champ disruptif de la planète Léon, on en avait déjà parlé dans l'épisode précédent. Donc logiquement, les Bon Hawks se crachent directement sur la planète Léon, et ils vont notamment rencontrer le clan en fait, des Rakata Noirs, où l'Unique a capturé plusieurs anciens, donc le clan des anciens. En échange de leur libération, les anciens disent à Revan « on accepte de te donner l'accès au temple, du coup si tu nous libères », ce que Revan accepte. Dans les profondeurs du temple, il va notamment rencontrer Bastila, en fait, qui a sombré du côté obscur, et il va l'affronter. Alors, il ne la tuera pas, bien évidemment, mais Bastila en fait va s'enfuir tout simplement et quitter le temple pour rejoindre la forge stellaire. Bien évidemment, Revan parvient à désactiver le champ disruptif, s'envole avec les Bon Hawks direction la forge stellaire. Là-bas, ils vont affronter toutes les troupes Sith que Malak peut mettre sur leur chemin, puis Revan va affronter Bastila, et il va la faire revenir en fait, du côté lumineux de la Force, grâce notamment au lien qui les unit depuis que Bastila a sauvé Revan de la mort. Puis c'est au tour de Malak qui bien évidemment va affronter son ancien maître, son ancienne amie, et se fera tuer lors d'un combat singulier. C'est une grande victoire pour la République puisque la destruction de la Forge stellaire met fin à la seconde grande guerre Sith. Peu de temps après ça, Revan et Bastila se voient proposer de réintégrer l'ordre Jedi, de potentiellement poursuivre une certaine formation. Alors bien évidemment, Revan et Bastila vont tous les deux décliner, au motif que ça fait belle lurette qu'ils ont passé le stade du Padawan et que ça aurait plus vraiment de sens aujourd'hui en fait, de recevoir un nouvel enseignement. D'autant plus que Revan commence à propager un nouvel enseignement qui est plus fondé sur les liens affectifs que réellement l'absence d'émotion, ce que prônent les Jedi. Ils recevront toutefois le titre de Maître Jedi, donc à la fois Revan et Bastila, qui vont tout simplement se marier contre l'avis du Conseil. En moins 3954, le sommeil de Revan est fortement perturbé. Il a des visions, des flashs, il ressent quelque chose de froid et de noir qui menace de s'abattre sur la République. Il va en discuter avec Bastila, ils ont conclu qu'en fait ça vient tout simplement de souvenirs enfouis chez Revan qui essaye de se manifester. Revan va donc contacter Canderous Ordo pour qu'il lui raconte les guerres mandaloriennes. Suite au récit de Canderous, Revan se dit qu'il y a quelque chose de louche dans l'attitude de Mandalore et va donc demander à Canderous d'enquêter auprès des Mandaloriens. Il va également essayer de contacter Mitra Surik dans la Force, sans succès. Il se rend alors aux archives du Temple Jedi pour essayer de trouver des rapports sur ce qui a pu se passer avant, quelque chose qui l'aiguillerait sur ce qu'il a pu faire, ce qu'il a pu rencontrer, qui lui donne cette sensation froide et très sombre. Il va notamment lire un rapport de Malachor V, établi par quelqu'un, et visiblement l'auteur avait une certaine dent contre Revan, puisque tout est présenté d'un point de vue très négatif.
Et l'auteur ne tarde pas à se manifester, puisque visiblement le rapport était codé pour envoyer un message chaque fois qu'il était consulté, et il s'agit tout simplement de Atrice, où ils vont avoir quelques échanges assez vifs sur ce qui aurait dû se produire pendant les guerres mandaloriennes, sur quelle était la manière d'aborder la guerre, et ce qu'aurait pas dû faire Revan, ou ce qu'aurait dû faire le Conseil Jedi. Toujours est-il que Revan va recentrer la discussion sur Mithra Surik, et Atrice va lui révéler que Mithra s'est elle-même coupée de la Force, et qu'elle a été exilée par le Conseil Jedi. Quelque temps plus tard, Canderous fait son rapport. Alors non, les Mandaloriens n'ont rien en fait contre le Mandalore l'ultime, rien qui attesterait qu'il se soit passé quelque chose d'anormal. Toujours est-il que beaucoup de clans mandaloriens se sont rendus sur Rekiad, car visiblement, ils ont entendu dire que le masque de Mandalore y serait caché. Alors, Canderous propose de réunir la petite équipe, avec tout le petit groupe, sauf que Revan s'y oppose, il dit non, ils ont tous leurs projets dans leur coin, on va les laisser tranquilles, et on va partir tout seul avec donc Bastila, Canderous, T3M4. Sauf que Bastila est contre ce projet, notamment parce qu'elle est enceinte, et donc Revan partira seul avec Canderous et T3M4. Ils se rendent tout de suite sur Rekiad et vont rencontrer le clan Ordo. Alors bien évidemment, les Jedi sont pas très bien vus, encore moins Revan, donc Canderous fera passer Revan pour un mercenaire, auprès notamment de la chef de clan Vila. Alors, il y aura une certaine incartade puisque entre Canderous et Vila, puisque il amène un étranger qui pourrait les aider à découvrir le masque, sauf que la philosophie mandalorienne c'est non, celui qui découvre le masque c'est celui qui devait devenir Mandalore, donc il n'y a pas de raison qu'il reçoive de l'aide d'un étranger. Mais Revan est déjà venu sur la planète, alors il va avoir une vision et il va se souvenir de où il a planqué le masque. Il dit le masque il est là-bas. Enfin il leur dit pas directement, il dit à Canderous, il dit ça serait bien qu'on déplace le clan au pied des pics jumeaux et de cette façon-là on pourrait avoir plus facilement accès. Alors Canderous va essayer de négocier avec Vila, qui n'est autre que sa femme, et au bout d'un certain nombre de négociations plus ou moins difficiles, le clan accepte de se déplacer vers les pics jumeaux. Alors bien évidemment, il y a d'autres clans mandaloriens, puisque forcément les pics jumeaux sont dans le territoire d'un autre clan mandalorien, qui vont essayer de les arrêter, mais ça va. Sauf que pendant une des batailles, Revan est obligé de sortir son sable laser pour se défendre. Alors tous les mandaloriens ne l'ont pas vu, mais Vila l'a vu, et quelques autres pilotes de Basilisque l'ont vu. Quelques jours plus tard, ils arrivent enfin au pied des pics jumeaux et commencent l'ascension. Alors ils sont 8 à partir pour l'ascension, il y a donc Revan, Canderous, Vila et 5 autres Mandaloriens qui sont les pilotes des Basilisques qui ont vu Revan se servir de son sabre. Au sommet, suite à des petites péripéties sans gravité, Revan, Canderous sont les premiers arrivés, ainsi qu'avec deux pilotes de Basilisque, et ils vont immédiatement rentrer dans le tombeau de Dramat le second, là où Revan a planqué le masque. Alors, bien évidemment, ils vont trouver le masque, et à ce moment-là, ça commence à chauffer un petit peu, puisque Vila et ses pilotes arrivent, et ils se disent non, on veut le masque, ce que Revan bien sûr refuse de leur donner, et bien évidemment ils savent qui est Revan, puisqu'ils l'ont deviné, et bien sûr ça finit en pugilat, et Revan va tuer tout le monde à l'exception de Canderous. Et c'est même Canderous qui tuera directement sa propre femme. Et d'ailleurs il demandera à Revan de l'aider à lui offrir une sépulture décente. Ne pouvant pas redescendre immédiatement, ils vont passer la nuit dans le tombeau, et notamment, en fait, ça va permettre à Revan de réveiller quasiment les derniers souvenirs qui étaient enfouis en lui, du moins concernant, en fait, la trahison de Mandalore, enfin, les Sith qui ont trahi Mandalore, et il va notamment se souvenir de la planète Nathema. Le lendemain, il dit à Canderous, je dois repartir, par contre, je vais partir seul cette fois, il va partir avec T3M4, et il offre le masque de Mandalore à Canderous en lui disant « Il serait de bon ton que ça soit toi qui le prenne ». Et Canderous Ordo sera plus tard connu sous le nom de Mandalore le Sauveur. De retour à proximité de Nathema, Revan va être assailli de visions en fait, concernant son passé, puisqu'il va se remémorer énormément de choses, mais ça va tellement le perturber qu'il n'entendra pas T3M4 le prévenir qu'un vaisseau est en approche.
Il s'agit tout simplement d'un vaisseau Sith appartenant à Dark Nyriss qui va utiliser ses canons à ion en fait, pour tirer sur les Hawk, qui va donc, sans propulseur, s'écraser sur Nathema. Revan est alors capturé par un seigneur Sith du nom de Scourge, en fait, qui obéit à Dark Nyriss, et Nyriss va d'ailleurs reconnaître Revan. Ça va vraiment l'intéresser puisque elle fait partie d'un complot visant à renverser Vitiate, et elle se dit que quelqu'un qui a échappé à la vigilance de l'empereur pourrait lui apprendre quelques techniques pour elle-même échapper à la vigilance de Vitiate. Revan va être torturé durant 3 ans en fait dans le donjon de Dark Nyriss, alors que déjà au bout de 6 mois, elle se désintéressait complètement de Revan, car visiblement il n'avait pas vraiment de technique à lui apprendre. Au cours de ces 3 années, Scourge va tirer tout ce qu'il peut de Revan, donc assez rapidement Revan va lui balancer tout ce qu'il sait, tout simplement parce qu'il n'a pas grand chose à cacher, donc en fait il n'a pas des informations primordiales à dissimuler, donc ça ne le dérangeait pas spécialement de parler. Pendant que Revan, lui, va en apprendre de plus en plus sur Scourge, notamment, mais également sur l'état de l'Empire, et sur le projet de Vitiate de conquérir la République. Au niveau des dates, cette fois, nous avons que 2 dates à rajouter, donc moins 3956, où en fait, tout simplement, nous avons droit en fait, à la rédemption de Revan et à la destruction de la Forge Stellaire, et en moins 3954, Revan, en fait, qui repart dans une mission de façon à découvrir quelle est cette mystérieuse menace. En fait, donc il a redécouvert que c'était Vitiate, mais il part à la recherche de cette mystérieuse menace pour essayer de la contrer. C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Alors je n'ai pas voulu dévoiler complètement l'histoire de KOTOR, pour la simple et bonne raison que pour ceux qui ne l'ont pas fait, ça reste un jeu très intéressant à faire. Déjà parce que c'est un très bon jeu, mais également parce qu'il a marqué d'une pierre blanche l'univers étendu, en instaurant en fait cette fameuse période de l'ancienne République. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez les moyens et le temps de le faire, parce que ça représente quand même un certain nombre d'heures de jeu. Je crois qu'il faut compter entre 25 et 30 heures de jeu pour le terminer complètement. La semaine prochaine, on se retrouve avec Mithra Surik, en fait, où on va découvrir ce qui s'est passé pour ce personnage durant les 3 ans de captivité de Revan. Que la force soit avec vous.